Bonjour, bienvenue à ce webinaire en collaboration avec la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie et le GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Aujourd'hui, on a un thème extrêmement intéressant, maladies émergentes et santé de la femme. Et nous avons 4 conférenciers de renom qui vont discuter autour de 3 grandes maladies émergentes que sont le COVID, la COVID-19 qu'on vient de traverser. En fait, c'est pas encore terminé, le virus est encore présent. Le deuxième cas, ça va être les cas de VIH. Et le troisième exemple, ça va être le virus Ebola. Et donc, nous avons 4 grands experts. Je vais présenter les modérateurs qui vont modérer cette session-ci. Tout d'abord, le professeur Béchir Zouaoui de Tunis, en Tunisie. Professeur Zouaoui est professeur agrégé en gynéco-obstétrique. Il est président de la Société tunisienne de gynéco-obstétrique et secrétaire général de la FIFOG. Le deuxième modérateur est le professeur Der Alphonse Somme, qui est à l'Université Naziboni du Burkina Faso. Professeur Somme est professeur titulaire de gynéco-obstétrique, président de la Société d'obstétrique gynéco du Burkina Faso, chef de service de médecine de la reproduction au CHU Sorou-Sanou et membre du conseil d'administration de votre FIFOG. Finalement, votre humble serviteur, moi-même, professeur titulaire au département de gynéco-obstétrique et de reproduction, membre fondateur du GRISOF, président sortant du comité exécutif de la CIDMEF et directeur du laboratoire universitaire de maturation et développement pulmonaire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur Béchir Zouaoui, je m'excuse d'avoir hésité, qui va présenter le premier intervenant. Et peut-être une petite recommandation avant. S'il vous plaît, vous pouvez laisser des mots sur le chat. Donc, c'est le bandeau du bas. Discutez au chat selon que vous êtes en version française ou anglaise. Et s'il vous plaît, désactivez vos micros si vous ne parlez pas. Ça évite les retours de son. Professeur Zouaoui, je vous passe la parole. Merci, cher ami Yves. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve sous la coupole de la FEFOG. Je commence par féliciter notre ami cher Chir qui vient d'être honoré à Washington. Donc, toutes mes félicitations au nom du bureau de la STGO, au nom du membre de la FEFOG. Donc, on va commencer la première conférence qui va être présentée par professeur Étienne Lemaire, Université de Tours, France. Il est professeur émérite de pneumologie, membre fondateur du groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones et directeur général adjoint sortant de la CIDMEF. Donc, Étienne va nous parler de la pandémie du Covid, quelles sont les évidences médicales et les questionnements qu'on peut tirer de la littérature. À vous la parole, cher Étienne. Eh bien, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à cette session. Alors, certains vont peut-être se dire encore le Covid. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ça nous a beaucoup occupé au sein du GRISOF, mais il faut bien dire que l'épidémie n'est pas tout à fait terminée. J'étais hier à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et me disait qu'il y avait énormément de cas, des cas qui sont bénins, qui n'entraînent pas toujours un arrêt maladie, mais le Covid est toujours là. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu, de voir les grandes lignes de la pandémie Covid et les leçons que l'on peut tirer. D'abord, il y a des similitudes avec les pandémies précédentes. On a eu des difficultés pour identifier l'origine. Non seulement on a eu des difficultés, mais on n'a pas identifié l'origine, comme vous savez. Les modes de transmission. Étienne, voulez-vous faire le partage de votre écran? Partagez l'écran. Votre présentation, vous ne l'avez pas fait. Ah, pardon. Alors, je reviens en arrière. Là, je n'ai pas partagé l'écran. Alors, il faut que je revienne. Il faut que tu cliques sur le bandeau en bas, partager l'écran. Oui, 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 oui. Alors, je reviens. OK, c'est bon. Tu peux laisser comme ça ou tu peux mettre en mode diaporama. C'est bon.
si je peux laisser comme ça me convient parce que je vous vois sur le côté droit, ce qui OK, convient tout à vas-y. fait. Très bien. Alors, je reviens donc à ce que je disais. La difficulté à identifier l'origine et les modes de transmission, euh, même si les modes de transmission, c'est un petit peu plus clair aujourd'hui. Il y a eu, comme vous savez, des controverses sur les traitements, en dehors du masque et en dehors de l'isolement, mais ce masque et isolement, vous savez que dès le Moyen Âge, c'était déjà des techniques utilisées. Il y a eu une défiance vis-à-vis des vaccins, ça n'est pas nouveau, mais ça a été très fort pendant cette pandémie, et je reviendrai sur les vaccins. Et puis, pardon, il y a eu des spécificités de cette pandémie. Un, la rapidité de progression mondiale qu'on n'avait pas vue jusqu'ici, du fait de la contagiosité, c'est-à-dire que l'avion a manifestement fait exploser à l'échelon mondial cette pandémie. La prédominance apparente dans les pays riches, ça on le reverra tout à l'heure. La réactivité dans les stratégies, on a tout de suite instauré le confinement, la fermeture des frontières. On a eu une réactivité absolument incroyable concernant le développement des nouveaux vaccins, ce qui a conduit certains à mettre en cause ces vaccins en disant comment se fait-il qu'on ait pu développer aussi rapidement les vaccins. Et puis, sur le plan de la communication et de l'information, une circulation fulgurante de l'information et des publications. Je suis allé voir sur PubMed ces derniers jours, 350 000 publications, ce qui est énorme concernant le Covid. Et puis, des incertitudes de l'ensemble de la population. Et comme à chaque fois qu'il y a des incertitudes, eh bien, on voit apparaître des gourous, qu'ils soient médecins ou non médecins, je ne citerai personne, tout le monde pourra mettre des noms. Alors, où en est-on aujourd'hui? Le site qui a fait référence durant cette pandémie, c'est le site du Johns Hopkins qui a répertorié de façon très rigoureuse les cas référencés de Covid. Quand on dit cas référencés, c'était des cas positifs. Et immédiatement, nous pensons au fait que tous les cas n'ont pas été référencés puisque tous les pays n'ont pas eu les moyens de référencer ou n'ont pas communiqué leurs données. Le site du Johns Hopkins est fermé depuis le 3 octobre 2022. Il est fermé parce qu'ils ont considéré que ça n'était pas la peine de poursuivre de façon quotidienne cette évaluation. Alors, qu'est-ce que l'on voit? J'ai résumé en bas. Au 3 octobre 2022, 700 millions de cas dans le monde, 7 millions de morts et 13 milliards de doses de vaccins administrées. Voilà les chiffres du Johns Hopkins. Si l'on considère les personnes décédées à cause du coronavirus, là aussi, ce sont des chiffres qui recoupent ceux du Johns Hopkins, mais qui sont issus de l'OMS. Vous voyez que dans le monde, 7 millions de décès. Arrivent en première position les États-Unis, puis le Brésil, l'Inde, la Russie, le Mexique, etc. Bien entendu, tous les pays ne sont pas répertoriés ici, mais on voit qu'il y a une grande disparité d'un pays à l'autre, ce qui apparaît encore sur une autre carte qui est issue cette fois du Johns Hopkins. Vous voyez qu'il y a une forte prédominance des décès dans les pays du Nord, que ce soit l'Europe, le Moyen-Orient, la Russie, l'Amérique du Nord, le Brésil, et avec des pays beaucoup plus clairs, c'est-à-dire avec beaucoup moins de cas, c'est-à-dire l'Afrique, mais on y reviendra. Donc, premier enseignement, les chiffres sont assez simples. Selon l'OMS et des sources concordantes, en réalité, il y aurait 3 fois plus de cas, il y aurait eu 3 fois plus de cas de Covid que de cas déclarés. Donc, on en était à 700 millions. Si on multiplie par 3, cela fait 2 milliards de cas pour le monde entier. Je rappelle que la population mondiale, c'est 8 milliards, c'est-à-dire qu'un individu sur 4 aurait été contaminé dans le monde, ce qui est considérable, bien sûr. 3 fois plus de morts que le nombre de morts déclarés.
Au lieu de 7 millions, ça ferait 20 millions. Donc, deux chiffres à retenir, 2 milliards de cas dans le monde, un individu sur 4 et 20 millions de morts. La vaccination. Alors, la vaccination en Afrique, on a dit longtemps que la vaccination, ça avait posé de gros problèmes. Ça n'est pas si mauvais que cela. Ça, ce sont des chiffres qui datent de janvier 2023. OMS. En janvier 2022, effectivement, il n'y avait que 7% de la population vaccinée pour l'ensemble de l'Afrique. En janvier 2023, 29% de la population, c'est-à-dire un individu sur 3, ce qui est quand même beaucoup. 4 pays africains ont vacciné plus de 70% de leur population, 11 pays entre 40 et 70% et 27 pays entre 10 et 39%. Donc on a dit pendant longtemps que la vaccination en Afrique avait été laborieuse, difficile, manque de vaccins, etc. C'est pas tout à fait vrai quand on voit ces chiffres. Autre point qui m'a paru important, c'est que dans 28 pays, 41%, c'est-à-dire pratiquement 1 sur 2 travailleurs de la santé, a été entièrement vacciné en Afrique. Et l'OMS rappelle à cette occasion que la vaccination contre le Covid-19 reste essentielle pour se protéger contre les formes graves de la maladie et le décès, formes graves de la maladie et non pas forcément contre la contagiosité, la contamination. Et enfin, le dernier message de l'OMS, c'est que le séquençage est essentiel pour assurer la suivi des variants. Et vous savez qu'il y a eu de nombreux variants successifs durant cette épidémie. Alors, finalement, quel est l'impact de la vaccination? Et c'est un sujet qui revient régulièrement. Dans tous les pays, dans mon entourage immédiat, moi, combien de fois j'ai entendu, bon, finalement, on a obligé tout le monde à se vacciner, mais est-ce que c'était réellement nécessaire? Ça n'était pas si grave que cela. Voilà. Et il y a une étude tout à fait intéressante qui date du mois de juin 2022 et qui a fait une évaluation par un modèle mathématique de cette vaccination. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît? C'est une étude qui a porté sur 185 pays sur l'année décembre 2020 à décembre 2021. Vous savez qu'il faut un certain recul pour pouvoir évaluer l'impact d'une vaccination. Ce qui est clair, c'est que les objectifs de COVAX et de l'OMS qui ont été énoncés en décembre 2020 n'ont pas été atteints, mais même s'ils n'ont pas été atteints, sur la base des décès officiels dus au Covid-19. D'après ce papier de l'Imperium College, les vaccinations ont évité 14,4 millions de décès dans 185 pays. 19,8 millions si on fait le calcul des décès excédentaires, c'est-à-dire dans le premier cas, ce sont des décès répertoriés comme décès Covid. Dans le deuxième cas, on compte les décès excédentaires. Et la vaccination a évité 7,4 millions de décès dans la zone COVAX. Ça n'est donc pas négligeable. Autrement dit, les vaccins contre le Covid-19 ont réduit de plus de moitié le nombre de potentiels de décès. Excusez-moi, je vais fermer, je ne vois pas entièrement ma diapositive. Le nombre de décès voilà, je reprends. Les vaccins contre le Covid-19 ont réduit de plus de moitié le nombre potentiel de décès dans le monde. Les pays les plus riches ayant enregistré le plus grand nombre de décès évités, c'est-à-dire 12 millions sur les 19 millions. Alors, c'est ce qui apparaît sur ces courbes qui sont issues de cet article. On voit nettement, il faut regarder essentiellement les chiffres. Vous avez les chiffres de mortalité à gauche et de l'excès de mortalité et les chiffres en fonction des pays. Et on voit que il est vrai que
l'excès de mortalité avec ou sans vaccin est différent en fonction du niveau économique et que, étant donné que la vaccination a été appliquée de façon plus large, l'impact du vaccin était plus important dans les pays riches, les pays du Nord. Si on récapitule donc, le nombre de cas dans le monde, 2 milliards, un individu sur 4. Le nombre de morts, 20 millions. Le nombre de décès évités par le vaccin, 20 millions, dont 7 millions en zone COVAX. Ce sont des chiffres ronds, bien entendu, enfin que j'ai arrondis. À cela, on pourrait rajouter sur le plan des publications, dans PubMed, 350 000 références, et sur Google Scholar, vous savez que Google Scholar est plus large que PubMed, c'est-à-dire qu'il référencie des articles dans des revues non référencées, 4 300 000 publications, ce sont des chiffres qui datent d'une huitaine de jours. Alors, qu'est-ce que dit l'OMS aujourd'hui? Ça, c'est le bulletin du 4 mai 2023. La tendance à la baisse se poursuit. Durant les 10 dernières semaines, le nombre de décès hebdomadaires a été le plus bas depuis mars 2020. C'est-à-dire qu'il y a une décroissance encore. On assiste à un retour à la vie normale dans la plupart des pays et une augmentation de la capacité des systèmes de santé à faire face aux résurgences potentielles et aux formes prolongées de la Covid-19, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas les résurgences et les formes prolongées. Il y a toutefois des incertitudes quant à l'évolution du virus qui rend difficile la prévision de la dynamique de transmission future et de la saisonnalité. La surveillance et le séquençage ont considérablement diminué dans le monde entier, ce qui complique le suivi des variants ainsi que la détection des nouveaux variants. Les inégalités en matière d'accès aux interventions vitales continuent de faire courir des risques inutiles à des millions de personnes, en particulier les plus vulnérables. Et enfin, le virus est toujours présent et tous les pays devront apprendre à le gérer. Voilà pour le panorama des décès et de la vaccination. Alors maintenant, la maladie post-Covid. Ceci est une publication de novembre 2022 avec un répertoire très large du post-Covid. Et vous voyez tout de suite que la prévalence est extrêmement variable d'un pays à l'autre, que je ne vais pas énumérer ici, mais en fait, c'est extrêmement variable et c'est difficile d'avoir un chiffre de prévalence précis. Si l'on prend toujours dans cette publication, les prévalences en fonction de l'hospitalisation, du statut de la région, etc. Et surtout, quels sont les premiers signes de maladie post-coronavirus. Ce qui domine très largement, c'est la fatigue. Ce qui pose un problème parce que rattacher la fatigue au Covid n'est pas forcément évident. Fatigue, troubles de mémoire, dyspnée, troubles du sommeil, douleurs articulaires, troubles de la concentration. Voilà les 6 troubles qui dominent. Et puis ensuite, vous avez l'anxiété, le trouble du goût, la toux, la dépression, la perte de cheveux, myalgie, tachycardie, douleur thoracique, céphalée, diarrhée et fièvre. Mais vous voyez que ce qui domine très très largement, c'est la fatigue, les troubles de mémoire, troubles du sommeil. C'est important à retenir. Alors, l'épidémie de Covid-19 en Afrique, quelle spécificité? Alors, il y a eu plusieurs papiers récents tout à fait intéressants que je voudrais vous rapporter, et notamment un papier qui a été rédigé par Sylvain Mangiarotti de l'IRD, associé au professeur Abdelhaï Touré, qui était professeur de santé publique de Conakry. Tout à fait intéressant. Est-ce que la question posée étant le continent africain a-t-il été beaucoup moins touché que l'Europe? Vous savez que c'est ce qu'on a dit régulièrement. Finalement, il n'y a pas eu en Afrique la vague de Covid que l'on attendait, elle a été beaucoup moins importante, mais pourquoi? Alors, première question, donc, le continent africain a-t-il été beaucoup moins touché que l'Europe? Alors, pour évaluer l'impact du Covid et la capacité de surveillance épidémiologique, ce qui est difficile puisque tous les cas n'ont pas été déclarés dans tous les pays,
et que la capacité de surveillance épidémiologique est de ce fait difficile, ils sont partis d'un critère qui est la capacité de prise en charge, c'est-à-dire le nombre de lits par habitant, toutes maladies confondues bien sûr. Alors le nombre de lits par habitant en Europe, il est de 5,5 pour 1000. En Afrique du Nord, il est de 3,2 pour 1000. Au sud du Sahara, 2,7 pour 1000. Et si l'on prend l'Afrique de l'Ouest, 0,4 pour 1000. Donc vous voyez que ça va de 1 à 5 à peu près. Et que de ce fait, s'il y a moins de prise en charge, on peut considérer que la surveillance épidémiologique a été moins rigoureuse par le fait. Alors, quels sont les deux facteurs finalement qui ont prévalu? Un, c'est ce qu'on vient de dire, la sous-estimation du nombre de cas et de décès. Facteur 8,5 par comparaison à l'Europe. Et ils ont relevé qu'il y avait un biais particulièrement marqué en Afrique de l'Ouest, Nigeria, Burkina Faso, Tchad, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Niger, Sénégal, Guinée et Mali. Et en Afrique de l'Est, Ouganda, Éthiopie, Madagascar, avec parfois une sous-estimation qui pouvait atteindre des facteurs de 10 à 20. Donc, sous-estimation du nombre de cas et de décès, ce qui nous paraît tout à fait simple. Le deuxième point, c'est la démographie. Alors ça, c'est un facteur intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont considéré la proportion des plus de 60 ans et des moins de 60 ans. Or, vous savez que les plus de 60 ans sont moins nombreux en Afrique que dans les pays du Nord. Et la conclusion est qu'une fois ces deux facteurs pris en compte, le nombre de cas et le nombre de décès sous-estimés, si l'on corrige la proportion des plus de 60 ans, eh bien, le nombre de cas et de décès est du même ordre de grandeur qu'en Europe. À l'échelle du continent, les analyses ne font pas ressortir d'autres facteurs significatifs, qu'ils soient épidémiologiques, géographiques ou climatiques. Ce serait simplement une sous-estimation du nombre de cas et une population plus jeune. Voilà, ça apparaît clairement sur ces courbes, sur ces graphiques, ces cartes, pardon. Vous avez en haut deux cartes qui illustrent à gauche le nombre de cas, à droite le nombre de décès, et en haut ce sont les courbes, les cartes, pardon, sans prendre en compte la sous-estimation des réseaux de surveillance et sans prendre en compte la démographie. Et là, on voit nettement que effectivement, il y a une disparité entre l'Europe et l'Afrique, ou entre l'Afrique et l'Amérique, en particulier l'Amérique du Nord. C'est clair. Mais par contre, si on tient compte de ces deux facteurs, c'est-à-dire l'âge, si on prend des populations, si on exclut tous les plus de 60 ans, eh bien on voit que ce phénomène, les différences sont considérablement réduites en prenant en compte ces effets. Donc, la différence de nombre de cas entre l'Afrique et l'Europe et l'Amérique ne serait qu'un phénomène de comptabilité et un phénomène d'âge. Donc pour terminer, une épidémie est une succession d'états dynamiques complexes parce que cela affecte des populations humaines, animales ou végétales, des conditions environnementales et climatiques. Et on sait que à l'époque moderne, en début d'épidémie, certes l'informatique est utile, mais elle requiert d'énormes données qui sont non disponibles au début. Il faut mettre au point les tests. Et il y a toujours le problème des personnes asymptomatiques. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Est-ce qu'elles ne le sont pas? C'est la grande difficulté. Et pour terminer, je dirais qu'une épidémie n'est pas seulement un problème biologique, c'est aussi le rôle de l'homme et de ses activités. On assiste actuellement dans tous les pays du monde à une perte de la biodiversité. Les productions agricoles sont uniformisées, les conditions sanitaires favorisent la propagation des virus et leur transfert à l'homme. Et c'est pour faire un plaidoyer pour ce que vous connaissez bien, la santé globale, c'est-à-dire One Health, incluant santé animale
humaine et végétale, les épidémies et les épizooties émergentes des dernières décennies montrent cette nécessité. Et enfin, je terminerai par cet article du Lancet récent en disant que le Covid va continuer, mais que la fin de la pandémie est proche. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup, professeur Lemarié, pour cet exposé concernant le COVID. Si vous êtes d'accord, on va procéder à des questions, si les gens ont des questions concernant cette présentation-là. Et par la suite, on va continuer avec les trois autres. Et à la fin du bloc suivant des trois autres, nous aurons un 30 ou 40 minutes de questions. Donc, cette présentation-là est ouverte à la discussion. Je vois dans le chat, est-ce qu'il y a des choses? Non, à l'heure actuelle, il y en a pas. Ben, moi, j'ai peut-être une question pour commencer. J'ai beaucoup aimé vos chiffres. J'ai trouvé ça très intéressant. Je pensais pas qu'on aurait des chiffres aussi élevés en Afrique, mais je me suis demandé, est-ce qu'en Afrique, il y a eu des rappels concernant la vaccination, c'est-à-dire deuxième et troisième dose, ou ce sont des chiffres de première vaccination? Alors, les chiffres que j'ai donnés, ce sont des chiffres de doses administrées. Donc, je ne saurais pas dire combien de personnes ont eu une dose ou 3 doses. D'accord. Chèque, je vois que tu as la main levée. Tu peux poser ta question, ouvrir le micro et peut-être ouvrir ta caméra. Merci beaucoup. Je vais garder, parce que je n'ai pas une très bonne connexion. C'est pour ça que j'ai fermé la caméra. Alors, merci à Étienne pour ce panorama, je crois, très large concernant la COVID, qui continue de susciter beaucoup de questions. Alors, tu as abordé l'âge supérieur à 60 ans. Tu as abordé également les problèmes de déclaration et de notification. Mais il y a quand même des questions qui sont encore sans réponse, parce qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses. Parce que même si on fait cette pondération, nous qui vivons en Afrique, on sait que manifestement, comparé aux informations que nous recevions concernant l'Europe, les États-Unis, le Brésil, etc., on peut dire incontestablement que le Covid a moins touché l'Afrique. Par exemple, au Sénégal, il n'y a eu que 2000 cas de décès qui ont été déclarés. Probablement, c'est beaucoup plus. Moi qui gère au service hospitalier, bon, je sais qu'on a eu quelques cas, mais pas comme l'information, le relais pour l'Europe et les États-Unis. Alors, est-ce que tu peux avancer quelques réponses concernant la première hypothèse, c'est le statut immunitaire? Parce qu'on a pensé que bon, les Africains, du fait qu'ils sont depuis le jeune âge en contact permanent avec les infections, ont fini par développer une certaine immunité qui amoindrirait peut-être les risques liés à la maladie. Deuxième question, l'impact environnemental. Parce qu'au départ, on a émis l'hypothèse que parce que bon, en Afrique, c'est la chaleur et que le virus serait moins résistant. Bon, qu'en est-il réellement? Troisième hypothèse, le style de vie. Bon, en Afrique, généralement, les gens ils vivent dehors. Bon, alors que bon, peut-être en Europe, c'est souvent du fait du froid, des habitats un peu plus confinés, bon, une plus grande promiscuité. Qu'en est-il exactement? Donc, par rapport à la vaccination, incontestablement, même si on prend le cas du Sénégal, il n'y a pas eu beaucoup de vaccination, même si on fait la pondération, parce qu'il y a eu une campagne très forte des populations contre la vaccination, relayée par des gourous sur Internet. Alors, au Sénégal, il n'y a pas eu de rappel. Moi-même qui vous parle, j'ai eu 2 doses, mais c'était la vaccination classique. D'autres ont eu une dose. Et je crois que le ministère n'a même pas envisagé, disons, un schéma de rappel. Alors, donc, est-ce que cette vaccination a pesé pour amoindrir l'impact de la pandémie? Moi, en tant que praticien, bon, je suis très perplexe par rapport à l'impact de cette vaccination dans l'évolution de la pandémie. Voilà, Étienne, les quelques questions que je voulais te poser. Et je te remercie encore pour ton exposé qui a été particulièrement complet. Merci. Merci, cher. Il y a beaucoup de questions auxquelles je ne sais pas répondre.
Euh, concernant la sous-déclaration, ta remarque est tout à fait pertinente. Et, je me souviens, tu l'as déjà faite. S'il y avait eu vraiment beaucoup de cas, on les aurait vus. On les aurait vus de toute façon. Alors, évidemment, le critère que prennent les auteurs pour dire qu'il y a une sous-déclaration et une sous-hospitalisation, ils partent du nombre de lits d'hospitalisation. J'avoue que c'est un critère tout à fait discutable, mais voilà. Le statut immunitaire, je sais qu'il y a des études qui sont en cours ou qui ont été faites, mais je n'ai pas vu, j'ai cherché, je n'ai pas vu de publication récente véritablement démonstrative concernant des différences de statut immunitaire entre, par exemple, Africains et Caucasiens. Alors, l'impact environnemental, on a incriminé la température au début en disant oui, il fait plus chaud en Afrique, donc le virus, il n'aime pas la chaleur, il aime bien les températures plus froides. Et rapporté, je me souviens d'un papier montrant que si on sort de la zone Afrique-Europe ou Amérique du Nord, eh bien, la température ne jouait pas sur l'épidémie de Covid. Donc, ça a été un facteur qui a été abandonné. Le mode de vie, ben oui, le mode de vie, je me suis toujours posé la question, mais je n'ai pas de réponse. Mode de vie, c'est vrai que les Africains vivent dehors, mais, et que par conséquent, si on vit dehors, on est moins exposé, mais par ailleurs, il y a une proximité qui est beaucoup plus proche, on s'embrasse facilement, on se serre la main, etc. Est-ce qu'il y avait une distanciation plus importante durant le Covid? Est-ce que les gens portaient des masques dehors? Je ne crois pas. Sûrement pas. Bon. Donc, mode de vie, la vie en plein air, moi j'ai quelques doutes. Alors, concernant le vaccin, tu dis que beaucoup ont eu une dose ou 2 doses. Ben, une dose, c'est pas rien déjà. Pour éviter les formes graves, une dose permet déjà d'éviter les formes graves. Ça couvre pas tout, mais ça permet d'éviter les formes graves. Donc, moi j'ai été surpris des chiffres de vaccination en Afrique. Je pensais pas que ça avait été finalement aussi répandu. Voilà ce que je peux te répondre. OK, deux questions rapides parce que le temps file. Professeur Zouaoui, vous avez la parole et par après, Madame Marie Deng aura la parole et on va passer à la deuxième conférence après. Merci Yves. Donc, je remercie Étienne pour cette excellente revue large de la littérature. Juste pour vous donner une petite expérience tunisienne et par la suite, je donne une question à Étienne. En Tunisie, on a eu à peu près 1 million sur 12 millions d'habitants, 1 million d'atteints de Covid. C'est à peu près 10% de la population et 28 830 décès. La Covid continue comme partout dans le monde. Pour la vaccination, notre expérience en Tunisie, la déclaration était obligatoire. Les tests, il y avait une plateforme sur laquelle on a mis les tests Covid positifs et on a suivi l'évolution de la maladie. La vaccination, il y a une première vague où tout le monde a accepté la vaccination et surtout qu'il y avait une obligation de vaccination pour accéder aux lieux publics et pour voyager. Donc tout le monde a fait la vaccination. Mais par la suite, pour la deuxième et la troisième dose, il y a eu beaucoup de réticences, surtout pour les vaccins chinois, parce qu'ils disent que c'est un vaccin qui n'est pas très efficace et c'est les réseaux sociaux qu'ils ont fait circuler ces informations et il y a beaucoup de réticences. Par la suite, c'est du n'importe quoi parce qu'ils disent que il y a une implantation d'une puce pour avoir la 5G et avoir des informations sur les gènes des uns et des autres. Plusieurs désinformations. Donc, ça a fait reculer la vaccination. Puisqu'on est entre gynéco et on a notre ami pneumologue avec nous, euh, la vaccination de la femme enceinte. Il y avait beaucoup de réticences pour la vaccination de la femme enceinte de la part des gynécologues,
des médecins généralistes et des femmes enceintes. Ils te disent, j'accouche et par la suite, je me fais vacciner, je protège mon enfant, je ne protège pas dans mon ventre. Donc, après la naissance, je fais le vaccin. Il y a eu beaucoup de décès, quelques cas de décès de femmes enceintes jeunes. Donc, la STJO a fait une propagande pour inciter les gens à faire vacciner les patients. Et ça a réussi, entre guillemets, pas tout à fait. Ce que je demande à Étienne, vous avez énuméré plein de signes sur le post-Covid, la fatigue, les troubles de la mémoire, les troubles du sommeil. Ça a été décrit aussi pour le post-vaccin et ça fait reculer le taux de vaccination. Qu'est-ce que vous en dites? Merci pour cette question. Je dois dire que je ne suis pas allé voir. Pour l'Europe, en tout cas, il y a un registre qui a été tenu à Copenhague de l'ensemble des effets secondaires. Et j'aurais dû aller voir ce registre et je m'en excuse, je ne l'ai pas fait pour voir toutes les complications des vaccins. Je ne sais pas répondre à cette question. Professeur Marie Edeng, vous avez la parole pour votre question rapide, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro. OK. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, on Oui, vous oui, entend très bien. Allez-y. Très bien. OK, merci beaucoup. Oui, je crois que certaines préoccupations ont déjà été notifiées. Sinon, pour le cas de l'Afrique, comme disait mon prédécesseur là, nous, par exemple, au Gabon, on a constaté beaucoup de facteurs effectivement par rapport au cas COVID. Mais je ne dirais pas que c'était vraiment des cas COVID. En plus, bon, vous avez parlé de la sous-estimation du nombre de cas. Nous, on parlerait plutôt de l'automédication et aussi de la confusion qu'il y avait entre les autres formes de grippe par rapport à COVID. Parce que les populations, ils pouvaient avoir presque les mêmes signes, mais ils avaient souvent peur d'aller à l'hôpital, aller consulter et préféraient faire de l'automédication, ce qui fait qu'on ne pouvait pas vraiment savoir s'il s'agissait de COVID ou alors d'une autre forme de grippe. Et aussi, je dirais quoi? Voilà, j'ai parlé de l'automédication. Et par rapport à la vaccination, quelqu'un l'a aussi dit, il y a eu, dans notre pays, on a eu c'était vraiment on dit comment, la peur de la vaccination. Même jusqu'à aujourd'hui, parler de la vaccination contre Covid à quelqu'un n'est pas chose aisée. Donc, pour dire que les chiffres, que la vaccination a vraiment fait reculer le taux de l'impact Covid, bon, je ne pense pas que ces affirmations-là soient nettes. Parce qu'il y a eu beaucoup de taux de médication dans nos pays. Et surtout qu'on ne connaissait pas si c'était la Covid ou alors les formes de grippe, parce que les gens avaient peur d'aller dans les structures de santé, préféraient se faire soigner dans les maisons. Et donc, on n'a pas comptabilisé tous ces cas. On ne pouvait pas vraiment savoir le diagnostic Oui, exact. Simplement, merci pour votre commentaire. Ce que je ferais remarquer, Yves, tu te souviens de cette conférence je ne me souviens plus du nom de la personne, quelqu'un de Montréal qui nous a parlé des réticences à la vaccination il y a longtemps Oui, cela, oui, il y a un oui, an oui. hein, Oui, c'était la psychologue. avec une étude qui a été faite sur plusieurs dizaines de pays de par le monde et qui montrait que chose extraordinaire, enfin extraordinaire, les réticences à la vaccination, les oppositions, les fake news et tout ce qu'on peut imaginer sur la vaccination étaient strictement identiques, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On retrouvait strictement les mêmes facteurs. Effectivement, c'était Kim Lavoie de l'Université de Montréal Kim Lavoie, absolument. Voilà. qui nous a fait cette conférence-là. Et c'était la conclusion. Peu importe où tu es, l'influence des fake news va avoir exactement le même effet que tu sois nord, sud, est, ouest. Absolument. Et l'influence des fake news des réseaux sociaux. Tout à fait. Exact. Ben, écoutez, merci beaucoup, Étienne, pour cette conférence. Sans plus tarder, Étienne, tu veux cesser le partage, s'il te plaît? Oui. J'aimerais passer la parole au professeur Der Alphonse Somme qui va présenter le professeur Olivier Picone.
Professeur Somme, activez votre micro, s'il vous plaît. OK, merci bien, professeur Zouaoui. Alors, j'ai l'honneur de présenter le prochain présentateur, conférencier, qui est le professeur Olivier Picon de l'Université Paris Diderot en France. Il est professeur titulaire de gynécologie obstétrique, chef de l'unité de diagnostic anténatal dans le service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Louis Mourier à Paris, en France. Il va nous entretenir sur la deuxième communication qui porte sur infection au COVID et santé de la femme. S'il est prêt, on peut lui laisser la parole. Je suis prêt. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup pour l'invitation à partager encore une fois ces webinaires de la FEFOG. C'est un honneur pour moi et je vais donc vous faire ce topo. Alors, j'avais déjà eu l'occasion de participer avec vous et de vous parler de la COVID. Et donc, je vais axer le diaporama d'une façon un tout petit peu différente. Donc, on sait maintenant que l'infection par le SARS-CoV-2 peut avoir des conséquences maternelles et fétales, soit par des effets directs, soit par des effets indirects. On connaît l'effet sur la mère et ses problèmes respiratoires qui vont empêcher de nourrir l'enfant, puis le risque de forme grave chez la mère. Et on sait que l'infection et l'inflammation liée à l'infection peut également avoir un impact sur le placenta avec des complications placentaires et donc fétales, donc par effet direct ou indirect. On sait que le taux de transmission materno-fétale, il est assez faible, mais il existe et il n'y a jamais eu de malformation qui a été décrite. Donc, c'est pas un virus qui est tératogène, mais vraiment, il y a des complications obstétricales et on y reviendra qui sont même indépendantes de la symptomatologie maternelle. Alors, si on regarde, on a toujours les mêmes chiffres depuis le début, étude après étude, méta-analyse après méta-analyse, sur le sur-risque de forme grave chez la femme enceinte. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun dans toute la littérature, avec donc ce risque de multiplier par 3 d'admission aux soins intensifs, de 3 de ventilation mécanique, de 2,4 d'ECMO et par 1,7 le risque de mort. Donc, on augmente à chaque fois les risques, pas de façon importante, mais ça augmente. Et on sait que les facteurs de risque, c'est un diaporama que j'avais déjà montré cette diapositive, ça reste l'âge supérieur à 35 ans, l'obésité avec le BMI supérieur à 30, l'hypertension artérielle chronique, le diabète préexistant. Donc, si on a une femme enceinte qui a en plus avec ses comorbidités, on a des risques de mortalité de forme sévère qui deviennent vraiment extrêmement importants, avec des risques qui sont multipliés par 2 à 4. Et on voit que, par exemple, l'hypertension artérielle chronique, le risque de ventilation mécanique est multiplié par 63. Et quand il y a un diabète, le risque est multiplié par 18 de ventilation mécanique et par 15 le risque de mort maternelle. Et ça rentre tellement dans l'obstétrique, ce problème de Covid, et y compris l'atteinte placentaire, que quand on regarde cette revue cette méta-analyse, cette revue de la littérature de l'American Journal en 2022 sur la prééclampsie, sur les origines de la prééclampsie, eh bien, on est content de voir qu'il y a des choses qu'on connaît comme le diabète, les dysbioses, les maladies parodontales. Et qu'est-ce qui apparaît là? On a le SARS-CoV-2 qui est un facteur de risque de prééclampsie, donc par l'atteinte placentaire et par l'inflammation. Vous voyez ici un placenta avec l'intervilite chronique liée à l'infection par le SARS-CoV-2. Donc, même s'il n'y a pas d'effet tératogène, il y a un effet placentaire qui est indépendant de la gravité de la forme maternelle qui peut entraîner des retards de croissance et des morts in utero. Et c'est intéressant de voir dans l'article, dans le JAMA, que quand on regarde le risque d'adverse perinatal outcome, donc de perte fétale ou d'hospitalisation de choses graves, eh bien, le risque, il augmente aussi chez les patientes qui sont asymptomatiques. Vous voyez que le risque de prééclampsie et de HELLP syndrome est multiplié par 1,6 sur les patientes asymptomatiques et 2, quels que soient les symptômes. Donc, même une patiente asymptomatique a un risque de complications fétales. On ne pouvait pas dire, en tout cas avant l'ère de la vaccination,
On ne pouvait pas dire, bah, elle n'a pas une forme grave, donc ça va aller. On n'en savait pas trop grand-chose. Et quand on regarde ici, c'est des études cas contrôle sur 100 grossesses, sur 1000 grossesses avec le SARS-CoV-2 et le risque de perte fétale, eh bien, on a clairement le SARS-CoV-2 qui peut entraîner des fausses couches, des morts in utero. Et ça, c'est clairement quelque chose qui a été démontré depuis. Ce qui apparaît depuis cette infection, ce qui est apparu tout de suite, c'est la gravité maternelle avec les formes pulmonaires. Ensuite, le risque de mort in utero de prééclampsie. Et puis après, souvent, on a eu un petit peu de retard à la prise en charge des conséquences psychologiques de la COVID chez nos patientes, avec clairement de très nombreuses études maintenant qu'il y avait une augmentation du stress, de l'anxiété, des syndromes dépressifs chez les femmes enceintes ou chez les femmes qui ont accouché pendant la période de pandémie, avec un fort lien avec l'influence du niveau socio-économique. C'est-à-dire que la patiente de bas niveau socio-économique qui a accouché pendant la pandémie, elle avait des scores de dépression tout à fait catastrophiques. Et en France, il y a une étude qui est également en cours et ça se retrouve dans plein de pays. Et puis, quand on parle de la santé des femmes, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la grossesse chez la femme, et c'est là-dessus que je vais faire la deuxième partie de mon diaporama, parce que la COVID a eu un impact sur la santé des femmes globalement dans le monde, et ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Alors, il y a eu une petite étude qui a été faite par Johann Atiel en 2020 en France sur les urgences gynécologiques, et la question a été finalement, est-ce que le fait qu'il y ait un confinement total fait qu'il y a plus de patientes qui sont mortes d'une GU ou d'une pathologie gynécologique grave. En fait, non, il y a eu beaucoup moins de consultations aux urgences gynécologiques, mais il y a eu un meilleur ratio d'hospitalisation. Et finalement, on a l'impression qu'il y avait une meilleure organisation sur les urgences, et quand on se déplaçait aux urgences, c'est que vraiment il y avait quelque chose et il n'y a pas eu visiblement de perte de chance, en tout cas en France. On s'est posé la question sur sur la fertilité, sur les conséquences de la santé sur la fertilité. Ce qui apparaît, c'est qu'il y a plusieurs études qui semblent qu'après la phase aiguë de l'infection, il y a probablement une diminution temporaire de la fertilité. Alors, chez les hommes, il suffit d'avoir une forte fièvre pour que la spermatogenèse soit foutue en l'air. Donc, ça peut avoir un impact, mais en tout cas, c'est temporaire, ça rentre dans l'ordre assez rapidement. Et il n'y a pas d'effet de la vaccination pour aller contre certains arguments des antivax. Mais par contre, ce qui a probablement joué, c'est chez les couples infertiles, la difficulté d'accès aux soins, les reports de prise en charge, puisqu'évidemment, les soins, l'infertilité n'est pas considérée comme une nécessité urgente de prise en charge. Après, la, les lockdowns complets ont été quand même relativement brefs, de quelques semaines, quelques mois, et donc ça n'a pas eu un impact extraordinaire. Par contre, on voit que globalement, sur la reproduction dans le monde, quand on regarde l'accroissement de la population et les naissances estimées après Covid avec les projections, et on voit qu'il y a une augmentation des décès, une diminution des naissances. Et ça, on le constate dans beaucoup de pays, probablement pas par l'infertilité, par le vaccin ou par la maladie, mais par la- le contexte mondial qui est plutôt morose. La peur qu'il y a eu aussi, c'était la peur sur la prise en charge des cancers gynécologiques. Actuellement, je n'ai pas trouvé d'article et qui montre qu'il y a des arguments pour dire qu'il y a eu des pertes de chance parce que, notamment dans notre pays, le confinement strict a été relativement court et que les cancers étaient quand même considérés comme des urgences qui étaient prioritaires par rapport à des chirurgies fonctionnelle comme un prolapsus ou une incontinence urinaire qui pouvait bien attendre plus longtemps. Donc, moi, je sais que dans notre service, il y a quand même eu un adressage de patientes avec des cancers qui ont quand même eu à être traités. Est-ce qu'il y a eu des retards sur les dépistages? Peut-être. Est-ce que ce retard de dépistage de quelques semaines ou quelques mois a eu un impact et est-ce qu'il a été correctement rattrapé? Je crois qu'il faudra plusieurs années pour le savoir. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de conséquences majeures qui ont sauté au nez. Par contre, il apparaît qu'il y a des conséquences psychologiques des reports. Une patiente qui était prévue pour opérer de son cancer du sein, qu'on a reporté de 1 mois, même si ça n'a pas forcément une conséquence médicale, psychologiquement, c'est peut-être difficile à vivre. Je me suis intéressé aux données de l'OMS sur les difficultés d'accès aux soins pour les femmes et pour montrer que c'est un problème
qui est en cours de résolution. Évidemment, il n'y a pas tous les chiffres, ça met du temps à venir. Mais quand on regarde, par exemple, l'accès au planning familial, à la contraception, donc on s'aperçoit que ça a diminué en 2021, que tous les pays n'ont pas encore tout récupéré, mais que petit à petit, on va probablement y arriver. Donc, il y a effectivement, avant la Covid, il y avait par exemple 67% des pays qui avaient bien accès au planning familial et à la contraception. Et en 2021, on était sur 47, voire 36% des pays. Et donc, il faut un petit peu de temps pour que ça revienne, mais ça va revenir. Là, on voit par exemple l'accès pour les soins des enfants, ça remonte un petit peu. Les soins prénataux pour les femmes et les nouveau-nés, ça stagne, donc ça ne chute plus. Donc, ça va revenir le temps que l'organisation des soins se remette en place. On voit ça aussi sur l'impression de revenir au niveau pré-pandémique. Donc, vous voyez qu'en rouge, quand cette étude a été publiée, a été faite, là, ces données de 2021, il y avait quand même beaucoup de pays qui avaient encore des accès aux soins qui étaient impossibles. Mais il y avait une amélioration générale, donc plus de la moitié à 60% des pays, pour dire que les choses allaient tout doucement rentrer dans l'ordre, mais probablement, comme on sait que la morbidité, la mortalité périnatale est liée à la qualité du suivi, c'est clair que ça peut avoir un impact. Et puis, si on regarde pour les enfants et les adolescents, 2 ans dans la pandémie, voilà, vous voyez que la nutrition, ça s'améliore un petit peu. La protection, bon, ça c'est terrible. La santé globale, ça augmente un petit peu. Donc, il y a une tendance à amélioration, mais ça a eu un impact qui n'est pas seulement sur le lockdown, mais parfois quelques semaines ou quelques mois, voire quelques années après. Et puis un impact important qu'on a pu constater, c'était le problème des violences faites aux femmes. Et depuis la pandémie, clairement, il y a eu une augmentation des violences domestiques et intrafamiliales. Et donc, les facteurs aggravants, c'est évidemment le bas niveau socio-économique, c'est l'enfermement avec l'agresseur, c'est le problème de circulation, c'est le fait que les espaces publics étaient déserts, plus d'isolement, les problèmes d'argent. Donc, tout ça a mondialement eu un impact fort sur la santé des femmes et les violences. Vous voyez que les dénonciations, les appels pour signaler les cas de violence ont augmenté de façon importante. Et que si on regarde divers pays dans le monde, on a plus de 30% en France, plus de 25% en Argentine, en Chypre, à Singapour. Alors peut-être qu'on déclare plus et c'est tant mieux, mais, mais en tout cas, il y a clairement eu un effet sur ces violences faites aux femmes. Il y a également plus de travail non rémunéré et un alourdissement de la charge de travail des travaux non rémunérés des femmes à la maison, notamment avec la fermeture d'écoles, la saturation des services de santé. Donc, les femmes étaient vraiment impactées dans leur quantité d'actions quotidiennes. Et puis, si on regarde les jeunes femmes et les jeunes filles, eh bien, il y a eu le problème pour aller à l'école. Vous voyez qu'il y a un très grand nombre d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école, et ça, on sait que ça a eu un impact scolaire important, et plus encore chez les filles que chez les garçons, comme ça le montre ici, et c'est vraiment, vraiment une inégalité importante. Cette étude de l'European Journal, elle a montré quand même que si on peut avoir des effets délétères de la Covid, on a aussi parfois des progrès qu'on a su tirer grâce à la Covid, et c'est par exemple une réorganisation de certains soins avec, par exemple, une amélioration de la télémédecine qui peut être utile dans des endroits où la santé est plus difficilement accessible. Il y a eu une tentative pour améliorer les traitements médicaux versus les traitements chirurgicaux. Il y a eu des investissements plus importants pour mettre pour l'enseignement et le suivi et pour ces soins alternatifs en dehors de la chirurgie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, on peut arriver à faire finalement un peu de consultation prénatale en téléconsultation, et on peut développer la téléexpertise. Et ça, c'est, je pense, un bénéfice de la Covid. Je pense qu'on a gagné plusieurs années, y compris nous dans notre service à l'hôpital Louis Maurier. Je pense que grâce à cette épidémie, on a gagné plusieurs années dans la mise en place
la mise en place de la télémédecine, de la téléexpertise. Et puis, ça a aussi illustré l'importance du coparent. Là, je reviens un petit peu en obstétrique. Donc, au début, quand il y avait des parents qui étaient exclus des salles de naissance parce que les visiteurs étaient exclus de l'hôpital, mais le coparent n'est pas un visiteur comme les autres, il c'est un participant actif aux soins, il fait partie de la prise en charge et on a eu probablement un petit peu tort d'exclure les papas, les coparents des salles de naissance au début de la pandémie. Mais il faut se remettre aussi le contexte dans lequel on était. C'est facile de donner des leçons 2 ou 3 ans après. Dans le contexte, voilà, on a fait ce qui nous a cru bon, mais en tout cas, c'est une leçon pour l'avenir, notamment quand l'OMS parle des futures épidémies qui vont nous tomber dessus. Donc, la Covid a un impact important sur la femme. En dehors de la Covid, le confinement a eu un impact extrêmement important sur la santé mentale et le bien-être des femmes enceintes et des parturientes. Et il faut qu'on retienne l'importance de la place du coparent. Et puis, la femme, la grossesse est un terrain favorisant pour l'anxiété, la dépression, la dissociation post-traumatique. Et puis, ce contexte d'épidémie, de lockdown, a favorisé vraiment les problèmes d'accès aux soins, de violence et de déscolarisation. Et c'est des choses sur lesquelles il faudra qu'on arrive à anticiper un petit peu mieux si jamais la situation arrive à revenir. Donc, le SARS-CoV-2, c'est un impact majeur sur les femmes, pas seulement quand on est infecté, mais en dehors de toute infection. Et ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit et de le garder pour les années à venir et pour les prochaines fois. On espère que ce soit le plus tard possible. Ben, merci beaucoup, professeur Picon. Écoutez, je pose la question, est-ce que le professeur Bolamba et le professeur Namori sont présents? Je ne les vois pas. Malheureusement, non. Je viens de leur envoyer un mail de rappel. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Écoutez, ils peuvent avoir des problèmes à se connecter. Professeur Bolamba est en République démocratique du Congo et puis notre autre collègue est à Conakry. Donc, il peut y avoir des difficultés de connexion. Mais écoutez, en attendant, on peut ouvrir la discussion concernant l'exposé du professeur Picon. Merci beaucoup. Je passe la parole au professeur Somm. Merci beaucoup. Les discussions sont ouvertes. On remercie vraiment notre collègue, le professeur Picon, qui a vraiment balayé les conséquences et les avantages de la pandémie de Covid chez la femme de façon globale. Nous allons permettre donc à tous et à chacun, s'il y a des réactions, on va réagir. La parole est à tout le monde. Je peux peut-être ouvrir la discussion. Vous l'avez abordé un petit peu, mais j'ai été distrait par autre chose probablement. Qu'est-ce qu'il y en est de l'infection verticale? Oui, alors, le taux de transmission verticale, il y est entre 1 et 5%. Et il est surtout sur les infections proches de l'accouchement, en péripartum. Et donc, il n'y a pas eu de malformations qui ont été décrites, mais effectivement, on a des cas de transmission prouvés, le plus souvent une forme grave au moment de l'accouchement et une transmission verticale transplacentaire, ça arrive, c'est rare. Et voilà. Et on a eu quelques bébés qui ont été décrits comme devant être hospitalisés avec une infection par une infection verticale, en sachant que ça a été très débattu parce que c'est difficile de faire le diagnostic dans être certain, mais l'OMS avait établi des critères pour définir une infection verticale certaine, probable ou peu probable. Et voilà, on est autour de 5%. OK, je passe la parole à Chek et par la suite la parole à Étienne. Chek, tu as la parole. Merci Yves. Merci à professeur Picon pour son exposé qui a passé en revue toutes les questions. Il est vrai qu'au départ, on était très inquiets. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Hein. Mais nous, le problème qui persiste et qui fait notre inquiétude, la pandémie n'est pas encore terminée. Elle peut réapparaître d'un moment à l'autre. Alors, le problème auquel nous avons été confrontés, c'est que nos salles d'accouchement, dans leur structuration, n'étaient pas adaptées pour faciliter l'isolement, parce qu'au départ, on n'avait que ça, éviter le contact. Parce qu'on a un bloc obstétrical
qui réunit les salles d'accouchement, même si elles sont individuelles, c'est dans le même environnement, avec un prolongement le bloc opératoire, un prolongement la zone de néonatologie. Alors, figurez-vous qu'à chaque fois qu'on avait un cas de Covid confirmé, on était obligé de fermer la maternité parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque de contaminer des patientes qui venaient accoucher dans le même environnement. Alors, vous imaginez que ça pose un grand problème quand on sait que les urgences, bon, en milieu africain, il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Les femmes sont obligées de faire le tour des hôpitaux. Alors, Oui, vous avez raison. La majorité des publications, l'immense majorité vient de pays qui ont des structures de soins qui sont assez différentes de ce que l'on peut trouver en Asie ou en Afrique. Alors, l'Asie, j'y suis allé régulièrement, je n'ai pas eu la chance d'aller en Afrique à ce jour. Mais si, par exemple, je pense à une maternité que je connais bien, qui sont, par exemple, au Vietnam, à Hanoï ou à Ho Chi Minh, où il y a 35 000 accouchements par an, c'est une salle commune. Il y a 8 patientes qui accouchent en même temps, séparées juste par des rideaux. Donc là, effectivement, ça pose problème. Donc du coup, c'est aussi le moyen de sensibiliser peut-être les autorités de santé, leur dire qu'il faut essayer de trouver des moyens pour que les patientes accouchent dans les bonnes conditions pour le quotidien, et puis au cas où ça revienne pour les… Voilà. Donc ça peut avoir un impact sur les projets architecturaux à venir pour dire, ça fait 40 ans qu'on est dans des conditions où les femmes, elles accouchent à 8 dans une pièce séparée par des rideaux. C'est peut-être qu'on peut passer à quelque chose de différent pour elles, pour leur intimité, pour le respect de leur intimité, de leur personne, et aussi pour le problème d'hygiène. tout à fait. Malheureusement, notre plaidoyer n'a pas encore porté ses fruits parce que si demain encore la pandémie revient, je suis persuadé Ouais, qu'on mais va… là, c'est un combat de millions, de millions et des millions de dollars et sur Absolument. des très longues années. Hein. Absolument. Alors, autre chose que vous avez dit également et qui nous conforte, c'est-à-dire qu'on était obligé, parce que bon, certains de nos patients prenaient le transport en commun pour revenir faire les visites postnatales ou parfois même les visites prénatales, on était obligé de travailler beaucoup avec, disons, le téléphone à distance. On avait réduit, disons, la périodicité des contacts parce qu'on a une consultation postnatale à J3, à J9, à J15, etc. Et donc, ça nous a permis un peu d'espacer pour minimiser les déplacements. Et je pense que ça nous a après facilité, disons, la gestion de la surveillance prénatale et de la surveillance du postpartum. Donc, on a gardé disons, cette organisation qui nous permet d'alléger un peu le déplacement des patients. Le dernier Oui, élément maintenant, allez-y. Oui, vous avez raison. Et je pense qu'en plus, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que quand on pouvait faire une visio-consultation et pas juste les avoir au téléphone, mais les voir en visio, c'était le seul moment où on voyait leur visage, en fait, parce qu'en consultation, on avait le masque. Donc finalement, la visio-consultation, ce n'était pas une déshumanisation, c'était une humanisation différente où on pouvait enfin voir à quoi ressemblaient nos patients, sinon on ne savait même pas à quelle tête elles avaient. Et je pense que si on réfléchit à notre examen mensuel d'une patiente à bas risque, on n'a pas forcément toujours besoin de lui faire un examen clinique. Alors, il y a le problème de la prise de la tension artérielle, ça je suis d'accord. On n'a pas besoin de faire un examen pelvien. Et une visite du postpartum, on n'a pas forcément besoin d'aller lui faire le testing de tous les muscles. Et donc, ça a aussi réfléchi à la façon et à l'intérêt qu'il y a des examens cliniques. Alors, ça ne remplace pas un examen clinique. Il faut que les patientes soient ciblées. La patiente à risque, il faut qu'elle se déplace. Mais la patiente à bas risque, effectivement, on peut parfois se permettre de faire un petit peu différemment. Alors, une dernière observation, Oui, allez-y. c'est que bon, on ne le ressent pas dans l'exposé d'Étienne, mais on ne lui avait pas demandé de le faire. On ne le ressent pas dans votre exposé parce qu'on ne vous avait pas demandé, mais finalement, on a oublié de parler de Covid et personnel de santé. Parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un burn-out, alors terrible, hein? Surtout que beaucoup, à un certain moment, nous avons presque 60% de nos sages-femmes qui étaient contaminées. On avait des difficultés à organiser les soins et il y a eu beaucoup de décès. Hein? Bon, peut-être que ce sont des décès qui ont été plus médiatisés, des gynécologues. J'ai un collègue avec lequel j'ai cheminé pendant presque 25-30 ans et qui est décédé du Covid. Oui, Alors, finalement, que retenir de ça? Parce qu'à un certain moment, c'était presque intenable.
Alors, Alors là, on a été en difficulté en fait avec les patients parce que nous, on avait une obligation, c'était de protéger nos femmes enceintes. On avait aussi une obligation, c'est de protéger notre personnel. Et nous, en France, on était embêtés avec les associations de patientes qui nous reprochaient de dire qu'il fallait un masque pendant l'accouchement. Et le masque pendant l'accouchement, il était pour protéger la sage-femme qui était en face. Il était, voilà, et ça, il fallait expliquer que le masque pendant les efforts expulsifs, si elle pouvait le garder, c'était mieux, parce qu'il fallait juste penser qu'au début, on n'avait pas assez de masques, on avait des moyens de protection qui étaient moyens, et donc il fallait protéger le personnel de la salle de naissance si on voulait pouvoir continuer à faire les accouchements. Et d'autre part, effectivement, en France, on a constaté beaucoup de burn-out, des démissions d'infirmières, de sages-femmes, qui font qu'aujourd'hui, on a des hôpitaux qui ont du mal à fonctionner par manque de personnel paramédical, par manque de personnel médical. Et c'est clair, il y a beaucoup de maternités dans lesquelles il manque 10-20% des sages-femmes, sans parler des infirmières, où des lits sont fermés en permanence par manque de personnel, parce qu'on n'a pas récupéré tout ce qu'on a parti. Il y a des gens qui ont démissionné, et puis les gens qui sont rentrés en école et qui ont abandonné en cours d'école. Et ça, on va mettre des années à récupérer ça, et ça, c'est une vraie catastrophe. merci. Étienne? Oui, on a beaucoup parlé des troubles dans le cadre de la vaccination, des retards de règles, voire des aménorrhées consécutives. Où en est-on de cette affaire? Je crois qu'il y a encore une étude américaine qui est sortie. Il y a eu également une étude au Danemark, je crois, qui est sortie, qui montre qu'effectivement, une fois qu'on était vacciné, il peut y avoir parfois des petits troubles de règles avec des petits spottings ou des petits retards de règles d'1 ou 2 jours, 3 jours maximum, et que le cycle d'après, ça rentre dans l'ordre. Donc oui, il peut y avoir un impact. En fait, les règles, c'est vraiment un système qui est un équilibre très fragile. Il ne faut pas grand-chose pour les perturber. Et donc, une vaccination, il y a une réponse inflammatoire et ça peut perturber les règles. Les gens faisaient le lien, certains le font encore, entre trouble de règles égale infertilité. Clairement, c'est totalement faux. Mais c'est vrai que ça peut avoir des petits spottings, un petit retard. Ça peut arriver, ça a été décrit. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, quand on regarde les études, on sait voir que c'est quelques pourcentages de femmes. Donc, ce n'est pas un effet général massif et ça n'a pas d'impact sur la fertilité. Et ça a été décrit aussi avec d'autres vaccinations ou pas? Oui, au début, ça avait été décrit avec HPV, mais après, D'accord. voilà, j'ai vu une étude avec HPV où ils en parlaient, puis après, ils n'ont plus jamais évalué. Je pense que les gens n'ont pas trop regardé non plus. OK. OK. Je repose la question. Est-ce que nos amis professeur Bolamba et puis professeur Namori sont toujours absents? Chèque, est-ce que tu as eu des nouvelles? Bon, Chèque, je pense qu'il n'est pas là non plus. Oui, il est là. Ben, écoutez, on a encore une question. Professeur Zouaoui, vous avez une question? Oui, juste pour rebondir sur ce que a dit Olivier, je remercie Olivier pour cette belle présentation. Donc, il a parlé de la santé de la femme, qu'elle soit enceinte ou pas. Une petite question, Olivier, pour les fausses couches du premier trimestre. Et vous savez, actuellement, la femme présente parfois une petite fièvre. On ne sait pas faire la part des choses entre une grippe saisonnière, un H1N1 ou un vrai Covid. Est-ce que tu as une idée sur la fréquence de fausses couches en rapport avec la Covid? Non, j'ai pas trouvé d'article clairement qui dit ça. Autant clairement, il y a une augmentation du risque de mort in utero et de prématurité, autant sur le risque de fausse couche du premier trimestre, j'ai pas trouvé de choses qui soient vraiment très évidentes. Et pour l'augmentation de l'incidence du diabète de la grossesse, est-ce qu'il y avait un lien ou pas? Moi, j'ai pas vu, mais D'accord. je sais pas si tu as des données de toi de ton côté, moi, j'ai pas vu. Non, pas tellement, mais j'ai eu comme une impression qu'il y a une augmentation. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais une petite augmentation du diabète gestationnel. OK. Ben écoutez, c'est dommage, mais oui, Étienne? Puisqu'on a un peu de temps, je voudrais revenir sur le commentaire de Cher il y a un instant. Il disait que dans son service, il y a eu très forte contamination du personnel avec des formes graves et des décès, pas forcément dans ton service, Cher, mais enfin des décès dans l'hôpital. Je rapproche un peu ça de ce que je disais tout à l'heure. On disait
quand je parlais de la sous-déclaration, là, ce n'est pas de la sous-déclaration puisque c'est du personnel hospitalier, donc c'est forcément déclaré. Mais je suis un petit peu perturbé par cela parce qu'il y aurait beaucoup de cas à l'hôpital et moins dans la population. Est-ce que tu vas dans ce sens ou pas? C'est-à-dire il y aurait une plus forte contagiosité au sein de l'hôpital? Probablement oui, parce que bon, le personnel est très exposé, d'autant plus que on ne connaît pas a priori le statut de toutes les personnes qui nous fréquentent. À un certain moment, nous avions même décidé de faire un dépistage systématique lorsqu'on a eu les tests rapides. Parce qu'on a eu des cas de patients qui ont été admis en salle, qui ont accouché, qui ont développé dans les heures qui suivent une symptomatologie. Et lorsqu'on a fait le test s'est révélé négatif. Le test s'est révélé positif. Comme aussi, on avait eu des patients, parce qu'au début de la pandémie, on n'avait pas de test rapide. Le test prenait 72 heures, parce qu'il fallait les acheminer à l'Institut Pasteur de Dakar. Et donc, on avait la prise en charge de la patiente. Et c'est à la fin, parfois même à la sortie de la patiente, qu'on avait les résultats. Donc, finalement, quand on a eu les tests rapides, on les a positionnés à l'entrée. Mais il y a eu beaucoup de contamination. Hein. Ça, c'est Vous le faisiez de façon systématique à l'entrée? systématique à l'entrée après. Alors, l'autre problème, c'est que le Sénégal a changé de stratégie. Au départ, toutes les patientes testées positives étaient hospitalisées. Mais comme vous l'avez dit, le nombre de lits d'hospitalisation était très insuffisant. On a dû même transformer des structures qui étaient destinées à d'autres spécialités. On en a fait des centres Covid. Alors, ce qui fait que on a même utilisé des hôtels. Au tout départ, c'était des hôtels qui avaient été conventionnés. Donc, toutes les personnes testées positives étaient acheminées à l'hôtel et séjournaient là-bas le temps qu'on leur fasse le test jusqu'à la négativation. Alors, par la suite, maintenant, le Sénégal a opté pour le traitement à domicile. Il y avait beaucoup de réticences, mais je crois que pendant une bonne partie de la pandémie, toutes les patientes qui avaient été testées positives n'étaient pas hospitalisées. Donc, on leur donnait des masques avec le traitement et ils retournaient chez eux. Alors, vous imaginez aussi la contamination qu'il y a pu avoir au niveau familial. Donc, c'était très compliqué. En France, on faisait aussi un dépistage systématique à l'entrée en salle de naissance et on ne faisait effectivement pas d'hospitalisation systématique parce que rapidement, on n'avait pas assez de lits, c'était absolument impossible. Et les indications d'hospitalisation étaient sur la symptomatologie et les facteurs de risque de forme grave. Une femme, par exemple, qui était à 35 semaines, obèse et diabétique, elle, on l'hospitalisait. Et puis après, le traitement, c'était essentiellement basé sur les corticoïdes quand il y avait une atteinte respiratoire. Et puis, c'était des anticoagulants, parce que c'est une maladie procoagulante, et il fallait faire très attention au risque de phlébite et de décès par embolie pulmonaire. Donc, c'était un cocktail anticoagulant corticoïde qu'on donnait aux patients. Bon, mais écoutez, comme il nous manque 2 orateurs, j'aimerais peut-être redonner la parole 1 minute à Étienne et 1 minute à Olivier pour leur take-home message. Et après ça, je clôturerai la rencontre de ce matin. Étienne? Simplement, je reviens sur ma dernière diapositive que je n'ai plus sous les yeux, mais la pandémie n'est pas terminée, il y a encore des cas. Hier, j'étais à l'HEGP et j'en parlais avec mes collègues qui me disaient qu'au sein du personnel hospitalier, à l'heure actuelle, il y a énormément de cas, beaucoup plus que ces dernières semaines. Donc, la pandémie n'est pas terminée, loin de là. Deuxième point, que les méthodes de surveillance qui avaient été mises en place, notamment durant la dernière année, eh bien, elles n'ont plus cours puisqu'il n'y a pratiquement plus de tests et la surveillance épidémiologique, c'est de ce fait relâchée et qu'il faut toujours se méfier de l'apparition de nouveaux variants. Et 3, ça doit nous servir de leçon pour les prochaines pandémies car nous sommes dans un monde de santé globale et que nous devons en tirer toutes les conséquences vis-à-vis des futures pandémies. Voilà, merci. Olivier? Oui, je partage l'avis d'Étienne. De 2009 H1N1, 2016 Zika,
2020, donc la Covid. 2022, on a frôlé les choses là, avec le monkeypox. Régulièrement, on a des alertes sur les virus de la grippe aviaire, etc., etc. Si on regarde bien, d'ici 3, 4, 5 ans, on devrait en avoir un autre. Voilà, soit une grippe un peu plus cognée, soit un virus aviaire, soit un truc qu'on ne connaît pas, soit le Zika qui va revenir. Le réchauffement climatique fait qu'en France, nous avons en région parisienne le moustique tigre. Ça veut dire qu'on n'est pas du tout à l'abri qu'en France, dans les années à venir, on ait des épidémies de dengue, de Zika, de chikungunya, des maladies que nous ne savons pas traiter parce que nous n'avons pas l'expertise et l'habitude. Et que dans tout ça, il ne faut pas oublier la femme, et la femme enceinte en particulier. Je me souviens au début de la pandémie, la difficulté qu'il a fallu faire, qu'il y a eu pour faire comprendre aux autorités que les femmes enceintes étaient à haut risque de formes graves. C'est vrai que les personnes âgées mouraient énormément et les femmes enceintes, en nombre, c'était très faible. Et donc, ils ne le voyaient pas dans la statistique. Et nous, quand on leur disait attention aux femmes, attention aux femmes, attention aux femmes, et ben, ils ne nous écoutaient pas. Voilà. Et j'ai été très triste parce que vous savez que le groupe, donc la cellule de crise Covid a été remplacée par une cellule épidémiologique pour les pandémies à venir. Et moi, j'avais demandé à ce qu'il y ait un représentant de la périnatalité pour sensibiliser aux problématiques des futures épidémies sur les femmes enceintes et la femme en général. Et évidemment, il n'y a absolument aucun représentant de la périnatalité dans ce conseil de suivi, ce que je trouve dommage. Il y a des tas d'épidémiologistes dans tous les coins, il y a des infectiologues, etc. Mais deux représentants de la périnatalité pour sensibiliser au risque sur la femme enceinte, il n'en a pas. Et ça, je trouve que c'est une occasion manquée. Merci à vous deux pour vos excellents commentaires et conférences. Yves, avant de clôturer, est-ce qu'on peut redonner la parole, si tu veux, à professeur Sommet et professeur Zouaoui pour leur permettre également de partager avant que tu clôtures? D'accord. Professeur Somme, la parole est à vous. Activez votre micro, peut-être. Oui, c'est vrai. Merci à vous, merci aux deux orateurs. En tout cas, pour ma part, on a assisté à deux excellentes présentations qui nous ont permis de nous rafraîchir et puis d'apprendre beaucoup sur la question de Covid, la pandémie, et puis son effet sur la femme tout court, la femme enceinte. Et effectivement, les take-home qu'ils ont déjà donnés, je pense qu'on ne va pas revenir sur ça. Ce fut une belle soirée à mon avis. Et encore merci pour cette initiative et merci aux deux orateurs. Professeur Zouaoui. Merci Yves. Donc, à mon tour de remercier les deux orateurs, Étienne et Olivier. Je remercie Chir pour sa persévérance et son sérieux pour organiser ces webinaires. Et ce que j'ai retenu, c'est, comme l'a dit Étienne, la santé, c'est One Health. La santé de l'être humain ne peut se concevoir que par la santé de l'animal avec qui on vit et de l'environnement végétal pour avoir une santé et vivre de façon saine. Et comme a dit Olivier, on a gagné par la Covid, il y a beaucoup de décès malheureusement, mais ce qu'on a gagné, c'est la télémédecine qui a eu un coup de pouce vers l'avant et ça a boosté les décideurs pour légiférer cette médecine virtuelle, mais qui nous donne un petit contact visuel et auditif avec lequel on peut faciliter les tâches pour les patientes qui se déplacent difficilement et rendre service à ces patientes, surtout les femmes enceintes en détresse. Je vous remercie tous et bonne fin de soirée et bonne journée pour les gens qui débutent la journée. Ben, écoutez, pour clore, je dirais deux choses. En fait, trois choses. La première chose, c'est que continuons de respecter les mesures très simples de protection, c'est-à-dire la distanciation, le lavage des mains. Si vous êtes dans des grandes foules, le port du masque, je pense que ce sont des mesures simples et puis qui sont efficaces. Et je vais peut-être, comme on fait à l'habitude, faire les petites annonces parce que même si ce n'est pas des conférences FIFOG, je pense que ce sont des conférences qui vont vous intéresser et ce sont des conférences GRISOF
Et donc, vous recevez les informations. Demain, pour ceux qui sont intéressés, le professeur Michel Bergeron va nous parler d'éthique. Et donc, avec ce qu'on vient d'écouter comme conférence, je pense que les questions d'éthique se posent d'une façon très, très sérieuse. Suivra le 8 juin une conférence assez particulière. Excusez-moi, je me suis trompé. Excusez. Pourquoi ça ne veut pas partir? Le 8 juin suivra une conférence au sujet un peu particulier. C'est le professeur Denis Bertrand qui va nous parler de sémiotique, qui est l'étude à partir des signes. Et donc, pour ceux qui sont en médecine, etc., bon, les signes cliniques font partie du quotidien. Donc, détecter à partir des signes, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Et finalement, le 22 juin, suivra une conférence par Étienne et moi-même sur le numérique et ses impacts. Donc, voilà. Et sur ces quelques mots, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Et Cheikh, tu peux arrêter l'enregistrement. Oui, je préciserai que notre prochain webinaire FEFOC aura lieu le 21 juin et portera sur la prématurité et la périnatalité. Voilà, Je m'excuse. Voilà, je voulais encore une fois remercier les modérateurs, remercier les conférenciers, mais également nos participants, Ousmane, Nafissa, Marie-Laure, Ghislaine. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et puis à très bientôt. Et merci infiniment. Je vous enverrai le lien pour le replay. Merci, Merci, cher. cher. Allez, au revoir. Si je peux rajouter un petit mot, Allez, cher. bye bye.